Une île, un silence rompu, et tout un récit colonial chancelle. À la BBBC, le colonel Michael Randrianarena refuse le français officiel et réclame le malgache, transformant une interview en acte de souveraineté. Que vaut la liberté quand la voix d'un peuple reste empruntée, et que Madagascar, de ses coupures d'électricité aux marches du 11 octobre, réclame d'être entendu, tandis que l'exemple d'Ibrahim Traoré traverse le Sahel. Ce soir-là, non des balles, mais des mots déplacent les lignes, renversent les sans l'habitude, et posent aux chancelleries une question que l'histoire ne sait plus éluder. Ce qui s'est passé à Antananarivo dépasse un simple changement de pouvoir. C'est la promesse d'une libération culturelle, linguistique et politique, quand un colonel choisit le malgache face aux caméras de la BBC. Il réécrit l'ordre symbolique établi depuis 1895. Pour les habitants, le bénéfice est immense. Retrouver la dignité de dire « je » dans sa propre langue, sans traduction ni hiérarchie. Mais derrière cette renaissance, le risque demeure. Chaque révolution de mots attire la peur des puissants. À Paris, les salons s'agitent, les analystes parlent de dérive. Pourtant, le mouvement mené par des figures comme Ibrahim Traoré au Burkina Faso prouve qu'une Afrique qui s'exprime elle-même peut aussi se gouverner. Ici, l'enjeu n'est plus la conquête du pouvoir, mais la reconquête du sens. Quand une langue guérit, une nation respire et se souffle. Aucun empire ne peut le confisquer. La révélation fut rapide, presque clinique. En moins de 48 heures, Madagascar avait basculé sans effusion de sang. Les chars sont restés immobiles, les soldats ont rejoint la foule, et le président Rajolina a fui dans un avion militaire français. Ce basculement, mesuré en heures, traduisait un siècle d'humiliation condensé dans un acte simple. Parler malgache devant le monde. Car l'histoire ne commence pas avec les uniformes. Elle s'enracine dans des années de frustration, de coupures d'électricité, de pénurie d'eau, de jeunesse condamnée à étudier à la lueur d'un téléphone. Les rues d'Antananarivo, dès septembre 2025, bruissaient déjà d'un mot d'ordre. Assez. Dans ce vacarme, l'apparition de Randrianarena n'était pas celle d'un conquérant, mais d'un miroir, un homme debout pour ceux qui ne parlaient plus. En rompant le silence, il révélait la fracture invisible entre la France et ses anciennes colonies, une fracture linguistique, économique et morale. Le geste, filmé en direct, a trouvé son écho dans les capitales du Sahel. À Ouagadougou, des pancartes rappelaient les mots d'Ibrahim Traoré. Nous ne détestons pas l'Occident, nous refusons simplement de nous agenouiller. Ce parallèle, loin d'être une imitation, tissait une chaîne d'affirmations panafricaines. Mali, Niger, Burkina Faso, désormais Madagascar. Une même grammaire d'émancipation, un même vocabulaire de résistance. Les observateurs occidentaux, eux, ont vu un alignement inquiétant, un autre domino tomber. Mais sur le continent, on y a lu la continuité d'une correction historique. Ce n'était pas la contagion du chaos, c'était la contagion du courage. À mesure que le français reculait dans les palais, les langues africaines reprenaient le droit d'être publiques. C'est cela, la révélation profonde. Non pas un coup d'État, mais un basculement culturel. Et dans cette bascule, Madagascar a retrouvé sa respiration, celle qui avait quitté le Sahel avec les premiers mots, Moutadine Ibrahim Traoré. Au cœur de cette histoire, un homme incarne le passage de la peur à la parole. Michael Randrianarena n'était pas un tribun, mais un militaire formé au silence. Sa force résidait dans une retenue que peu savaient nous lire. En refusant le français, il a ouvert une brèche où les mots sont devenus des armes symboliques. Son geste a fait naître d'autres voix, d'autres colonnes de dignité. Dans les villages du Sud, on a vu des enseignants reprendre les manuels pour y inscrire, pour la première fois, le malgache. Dans les rues, des affiches improvisées proclamaient « Nous parlons comme nous vivons ».
Le rôle du guide ici n'est pas d'imposer, mais de révéler. En cela, Randrian Arena rejoint la trajectoire d'Ibrahim Traoré. Tous deux ont compris que gouverner commence par écouter les langues qu'on a longtemps fait taire. À Madagascar, les premières semaines ont vu l'émergence d'un ton nouveau dans les journaux, d'un accent local revendiqué à la radio. Le changement politique se doublait d'une révolution sonore. Pour les observateurs africains, ce basculement précoce prouvait que l'insurrection culturelle précède toujours la réforme institutionnelle. Dans chaque école qui traduit ses affiches, dans chaque maire qui parle malgache à la télévision, l'État trouve sa légitimité. Ainsi, la transformation de Madagascar n'a pas commencé par la loi, mais par la voix. Et cette voix, pour la première fois depuis 1895, appartient de nouveau au peuple. Tout a commencé par une panne, non pas celle d'une machine, mais celle d'un système. Fin septembre 2025, Antananarivo s'enfonce dans le noir. Plus de courant, plus d'eau, plus de patience. Les rues, éclairées par la lumière fragile des téléphones, deviennent des couloirs de colère. Les jeunes descendent, brandissant leurs pancartes faites à la main, scandant des mots simples. « Assez ! Notre voix !» Ce n'était pas encore une révolution. C'était un signal. Le président Rajolina, barricadé dans son palais, croyait encore au contrôle. Les ministères fermaient les yeux. Les sociétés françaises, elles, continuaient de leurs contrats, drapées d'accords vieux de 20 ans. Mais, dans les quartiers, une rumeur circulait. L'armée hésite. CAPSAT, unité d'élite, devait rétablir l'ordre. À l'aube du 11 octobre, au lieu de tirer, les soldats se sont mis à marcher. Au-devant d'eux, une silhouette en tenue olive. Le colonel Michael Randrian Arena. Le basculement fut total. Les blindés s'arrêtent. Les manifestants se figent, puis acclament. En quelques minutes, la peur change de camp. Rajolina prend la fuite vers un avion militaire français, cherchant protection temporaire. Le Parlement, conscient du tournant, vote sa destitution dans l'après-midi. Au coucher du soleil, la capitale retentit d'un nouveau nom, Randrian Arena pour Madagascar. Mais le colonel ne proclame pas de victoire. Il déclare « Nous ne sommes pas ici pour gouverner, mais pour restaurer ». Une phrase qui traverse les ondes et qui fait écho au-delà du canal du Mozambique, jusqu'à Ouagadougou. Ibrahim Traoré, alors en tournée intérieure, salue publiquement un acte de souveraineté linguistique et morale. Le parallèle s'impose. Au Mali, au Niger, au Burkina Faso, puis à Madagascar, un même refrain, reprendre le droit de dire non. Les jours suivants, les ministères rouvrent. Les écoles reprennent, les affiches changent. Langue nationale d'abord. Les chaînes publiques diffusent les discours traduits en malgache. Dans les campagnes, des poètes improvisent des hymnes. Les intellectuels parlent d'un second souffle après l'indépendance. Et Paris, panique feutrée. Les studios de télévision évoquent un coup d'État. Les chancelleries, un retour, l'ordre. Mais dans les faits, aucun tir, aucune exécution, aucune purge. Seulement un pays qui se réveille. Les caméras du monde montrent un peuple debout, des soldats sans sang sur leurs mains, et un colonel qui rend la parole à la rue. Ce basculement, mesuré en heures, résonne comme un chapitre du même livre que celui ouvert par Ibrahim Traoré, celui d'une Afrique qui reprend ses outils, ses mots et ses frontières mentales. Ainsi, la révolution de Madagascar n'a pas commencé par des armes, mais par un accent. Et dans ce souffle, la dignité est revenue. En octobre 2025, 3 chiffres traduisent la mutation en cours. D'abord, 82% des écoles publiques ont adopté le malgache comme langue d'enseignement primaire. Chaque pourcentage représente un village qui réécrit ses manuels, un instituteur qui cesse de s'excuser de mal parler français. Ce n'est pas seulement un changement linguistique, c'est une révision du contrat social. Ensuite, une baisse de 37% du volume d'importation de produits administratifs venus de France en un mois. Moins de formulaires, moins de cabinets conseils, moins d'experts extérieurs. Ces données
publié par le ministère de l'économie de transition, montre que la souveraineté peut se mesurer dans les factures autant que dans les discours. L'économie du mot s'accompagne d'une économie du geste. Enfin, une hausse de 64% de la participation civique dans les réunions locales. Ce chiffre, confirmé par des ONG régionales, indique une corrélation directe entre la langue utilisée et la confiance des citoyens. Quand le malgache domine, les débats s'allongent, les propositions se multiplient et la politique redevient compréhensible. Le citoyen cesse d'être spectateur pour redevenir sujet. Pourtant, ces avancées s'en heurtent à des résistances. Dans certaines zones urbaines, des écoles proches privées maintiennent le français comme seul médium, craignant une baisse de prestige. Les journaux francophones dénoncent une dérive populiste. Mais les faits contredisent la peur. Les indices de fréquentation scolaire ont augmenté de 11% depuis la réforme linguistique. La pédagogie suit la fierté. À Paris, les rapports internes de diplomatie évoquent une érosion du soft power. Les universités françaises en Afrique perdent des candidats, tandis que les campus bilingues émergent à Antananarivo. Dans les chiffres, on lit la fin d'un monopole culturel. Et dans les mots, un rappel. Chaque langue récupérée retire une brique à l'ancien empire. C'est ici que l'ombre d'Ibrahim Traoré réapparaît. Au Burkina Faso, ces programmes d'éducation civique en mouré avaient déjà prouvé qu'un discours local multiplie par 2 l'adhésion communautaire. Randrian Arena, en s'en inspirant, a transformé un symbole en modèle. La convergence n'est pas planifiée, elle est organique. Les nombres, comme les hommes, finissent par se répondre. Ces chiffres ne sont pas spectaculaires. Ils sont structurants. Ils disent une Afrique qui calcule autrement, qui ne cherche plus la validation des capitales étrangères, mais la cohérence de ses propres données. En 2022, la dépendance était maximale. En 2025, l'autonomie naît. Entre les deux, un écart mesuré, non proclamé. Ce que les colonnes Excel racontent, les poètes le traduisent dans déjà. La langue, devenue vecteur économique, se fait aussi indicateur de confiance. Et si la souveraineté, désormais, se mesurait à la part de phrases dites dans sa propre voix? Madagascar répond par des chiffres, mais derrière chaque unité se cache une émotion, celle d'un peuple qui recommence à compter pour lui-même. Certains observateurs affirment que ces révolutions linguistiques ne sont qu'un vernis sur des régimes militaires. Ils rappellent que parler sa langue ne garantit ni justice ni prospérité, et que le danger de l'autoritarisme demeure, qu'il s'appelle Randrian Arena ou Ibrahim Traoré. Leur argument repose sur l'histoire. Trop souvent, les libérateurs deviennent rois. Madagascar, disent-ils, pourrait n'être qu'un épisode de plus dans le cycle africain du pouvoir armé. D'autres, au contraire, voient dans cette rupture la première authentique décolonisation du XXIe siècle. Ils soulignent que la transition s'est faite sans effusion de sang, que les institutions fonctionnent et que la base de soutien populaire ne vient pas de la peur, mais de la reconnaissance. Par les Malgaches, pour eux, c'est redonner au peuple la clé du contrat civique. Les soldats ne se sont pas installés au palais, ils ont restitué la parole. Entre ces deux visions, un fait demeure. La stabilité mesurée par les organismes régionaux est réelle. L'économie redémarre modestement, place 2% au troisième trimestre 2025. La participation communautaire progresse et les conflits ethniques reculent. Ces données ne suffisent pas à définir un modèle, mais elles invalident la caricature. Admettons la complexité de ce mouvement. Oui, la ferveur populaire peut nourrir l'autoritarisme. Oui, la fierté linguistique peut se muer en exclusion. Mais à l'inverse, ignorer cette renaissance reviendrait à nier la maturation politique du continent. Ibrahim Traoré lui-même, lors d'un forum en août 2025, reconnaissait « Le risque d'échec n'est pas une raison pour se taire ». Madagascar expérimente, tâtonne, mais innove à l'échelle symbolique. Ainsi, la question n'est plus de savoir si ces régimes dureront, mais s'ils réussiront à institutionnaliser leurs promesses. Si les mots deviennent loi, alors l'acte de parler sera devenu gouverné.
Une phrase suffit à changer la trajectoire. Pourquoi ne puis-je pas parler ma langue? Ce fut la question, simple, tranchante, qui fit taire un studio entier et ralluma 100 ans d'orgueil. À cet instant, le colonel Randrianarena ne représentait plus seulement Madagascar, mais l'Afrique qui s'écoute. C'est ici que la symbolique devient stratégie. En quelques heures, les ministères reçoivent sans ordre de traduire les décrets, les écoles révisent leurs manuels et les chaînes publiques passent en bilingue. Derrière ces gestes administratifs se cache un basculement identitaire. Le pouvoir s'exprime désormais dans la langue du peuple. À Paris, la panique feutrée se lit dans les communiqués. À Ouagadougou, les applaudissements résonnent. Ibrahim Traoré, fidèle à sa ligne, parle de « renaissance douce, mais irréversible ». Ce n'est pas une contagion politique, c'est une cohérence morale. Le mouvement s'étend. Mali, Niger, Burkina Faso, Madagascar. Un même axe symbolique relie le continent du Sahel aux îles de l'océan Indien. Ce n'est plus la géographie des empires, c'est la grammaire de la liberté. En moins d'un mois, la structure même de l'administration malgache a changé de visage. Pour la nation, la première victoire fut symbolique. Entendre les allocutions présidentielles traduites en malgache, voir les formulaires officiels disponibles dans la langue du peuple. Le sentiment d'appartenance s'est renforcé. 75% des citoyens déclarent se reconnaître à nouveau dans leur pays. La langue, devenue politique publique, a recréé une unité que la corruption avait dissoute. Pour les diplomaties étrangères, le choc fut immédiat. À Paris, Bruxelles et Washington, les communiqués s'enchaînent, prudents, inquiets d'une dérive souverainiste. Les contrats miniers sont renégociés, les conseillers étrangers rappelés. Les capitaux français se retirent discrètement, provoquant une chute de 14% des flux d'aide bilatérale. Mais la dépendance diminue. Madagascar découvre qu'elle peut subsister sans l'ancien parapluie colonial. Pour les nouvelles démocraties du Sahel, l'exemple devient contagieux. Ibrahim Traoré, déjà figure de rupture, salue publiquement la langue comme la première infrastructure d'un État libre. Ces mots trouvent écho à Bamako et Niamey, où l'on réévalue la francophonie non plus comme héritage, mais comme outil de pouvoir extérieur. Le geste malgache devient référence, une réforme sans guerre, une révolution sans sang. Pour les communautés culturelles et les intellectuels, enfin, le changement ouvre une ère de renaissance. Des écrivains malgaches traduisent leurs œuvres dans la langue nationale. Des musiciens reprennent des chants anciens. Le patrimoine refait surface, la fierté suit. Les universités locales enregistrent une hausse de 1% des inscriptions. Les chercheurs parlent désormais de souveraineté cognitive. Dans ce mouvement, l'onde dépasse les frontières. Les médias africains relient Antananarivo à Ouagadougou, Bamako, Niamey, une diagonale d'insubordination pacifique. Et pour la première fois, les puissances occidentales ne savent plus comment nommer ce phénomène. Ni putsch, ni populisme, ni simple sursaut, mais une correction historique. À travers ces effets concrets, Madagascar démontre que la libération la plus durable est celle du langage. Là où les armes échouent, les mots tissent des institutions neuves. Et au cœur de cette trame, un nom revient, Ibrahim Traoré, dont l'ombre bienveillante unit symboliquement ses réveils successifs. Ce n'est pas une contagion politique, mais une succession d'échos. À l'horizon d'un an, 3 trajectoires s'ouvrent devant Madagascar. D'abord, la transition peut se stabiliser. Les réformes linguistiques s'étendent à la justice. L'administration adopte le bilinguisme équilibré et la population continue d'adhérer. Les chiffres économiques demeurent modestes, place 2 à plus de 3%, mais la confiance institutionnelle progresse. Le colonel Randrianarena, comme Ibrahim Traoré avant lui, se garde de la personnalisation du pouvoir. Il reste arbitre plutôt que chef. Dans ce cas, Madagascar devient un précédent durable, ni modèle militaire, ni dépendance, mais une exception africaine assumée. Ensuite, le mouvement pourrait inspirer une vague d'intégration régionale. Les pays du Sahel, déjà sortis des tutelles,
établissent des coopérations culturelles directes avec les îles de l'océan Indien. Les échanges d'enseignements en langue locale explosent. Un marché panafricain des médias émerge. Le français demeure présent, mais perd son monopole symbolique. La diversité devient norme. L'économie suit la dynamique de confiance. Tourisme interne, agriculture locale, industrie légère, relancée. À cette vitesse, Madagascar pourrait atteindre un taux de croissance supérieur à 5% d'ici fin 2026. Enfin, le changement pourrait se figer. Les élites francophones, frustrées, bloquent les réformes. Les bailleurs suspendent leur aide. Le pays se replie sur lui-même, isolé, et le rêve linguistique se transforme en fracture sociale. Les tensions urbaines reprennent. La presse se polarise. Le pouvoir militaire, acculé, renoue alors avec la censure, trahissant sa promesse initiale. Le souffle symbolique s'étouffe dans l'usure bureaucratique. Entre ces trois chemins, le choix ne tient pas à la fortune, ni au hasard, mais à la cohérence. Si le langage devient pont et non barrière, le pays restera sur la crête. Sinon, l'histoire retombera dans son cycle. Ce récit ne parle pas seulement de géopolitique, il parle de nous. Car à travers Madagascar, c'est la question universelle de la voix qui se pose. Qui parle et pour qui? Dans chaque pays où la langue du pouvoir n'est pas celle du peuple, l'écho de Randrian Arena réveille une gêne familière. Nous avons tous, quelque part, emprunté des mots pour être entendus. Pour les Africains de la diaspora, cette scène à la Bessie a eu l'effet d'un miroir. Voir un colonel, debout, demander simplement à parler malgache, c'était voir un continent relever la tête. Ibrahim Traoré l'avait déjà formulé à sa manière. Nous ne sommes pas contre, nous sommes debout. La dignité ne se crie pas, elle se dit, dans la langue qu'on comprend sans traduction. Mais le message dépasse les frontières. Dans les écoles de Paris, d'Abidjan ou de Montréal, des enseignants projettent désormais l'extrait de cette interview pour discuter du sens du mot « liberté ». Ce n'est pas une leçon d'histoire, c'est un rappel. La souveraineté ne se signe pas, elle se prononce. Et pour ceux qui regardent cette séquence, la question demeure. Que signifie être libre si l'on ne peut pas choisir ses mots? Chacun, qu'il vive à Antananarivo ou ailleurs, se reconnaît un peu dans ce colonel calme. Il ne conquiert rien, il restitue tout. Alors, lorsque les caméras se taisent, il ne reste qu'un silence chargé, celui d'un monde qui écoute enfin ce qu'il n'avait jamais entendu. Madagascar n'a pas seulement prononcé un refus, il a amorcé un plan. En 6 mois, 5 leviers structurent la transition. D'abord, il s'agit d'institutionnaliser la réforme linguistique. Les ministères disposent de 12 mois pour rendre tous les documents publics bilingues. Le suivi se fait par un comité indépendant composé d'universitaires et de représentants civiques. Ensuite, il faut réorienter l'éducation, les programmes scolaires. Scolaires doivent désormais inclure 60% de contenu local, histoire, littérature, environnement. L'objectif n'est pas de fermer, mais de recentrer. Puis, l'autonomie économique est essentielle. Le gouvernement impose des quotas de production nationale dans les marchés publics et favorise la création de coopératives locales. Par ailleurs, la diplomatie doit adopter un ton de respect. Les ambassades privilégient les accords culturels aux contrats d'extraction, tout en maintenant un dialogue courtois avec les anciennes puissances. La parole change de ton, mais pas de politesse. C'est la stratégie d'Ibrahim Traoré. Fermeté sans fermeture. Enfin, la mesure et la transparence sont cruciales. Tous les trimestres, un rapport public doit évaluer les progrès selon 3 indicateurs. Usage du malgache dans l'administration, création d'emplois locaux et niveau de confiance civique. Ces données sont publiées, discutées et traduites dans les 2 langues. Ce plan n'est pas parfait, mais il crée une direction claire, transformer la fierté en procédure. Madagascar apprend à gouverner non pas contre quelqu'un, mais pour lui-même. Et dans cette méthodologie rigoureuse, on retrouve la leçon de Traoré. La souveraineté n'est durable que lorsqu'elle s'écrit, ligne après ligne, dans la langue du peuple.
Au crépuscule du palais d'Antananarivo, la lumière filtre à travers les drapeaux repliés. Devant les marches, Michael Randrianarena reste immobile, le regard calme. Autour de lui, le murmure d'un pays qui redécouvre sa propre voix. Les tambours s'éloignent, mais la phrase demeure. Nous ne sommes pas ici pour gouverner. Nous sommes ici pour restaurer. C'est dans cette retenue sombre que naît l'émotion la plus durable. Car l'histoire de Madagascar n'est pas celle d'un triomphe, mais d'une guérison. Après tant d'années d'imitation, le pays parle enfin sans accent emprunté. Ce moment, filmé, partagé, rejoué, devient mémoire collective. Et, quelque part entre Ouagadougou et Antananarivo, l'écho d'Ibrahim Traoré répond silencieusement. Les deux hommes n'ont jamais signé de pacte, mais leurs silences se comprennent. Leurs gestes tracent un arc invisible entre continent et océan, entre passé et possible. C'est là que le symbole devient cher. Un peuple debout, une langue relevée, un souffle retrouvé. Quand un colonel ose poser les mots justes, tout un peuple réapprend à respirer. Et peut-être qu'au fond, c'est cela la victoire, tenir debout sans crier, parler enfin dans sa propre langue. Madagascar n'a pas clos un chapitre, il en a ouvert un autre. Ce qui avait commencé comme un refus d'un mot est devenu une invitation à repenser la liberté. Dans les rues d'Antananarivo, sur les réseaux du Sahel, une génération entière redécouvre qu'elle peut écrire son avenir sans traducteur. Le message n'est pas dirigé contre quiconque. Il appelle à un dialogue d'égal à égal, où les voix locales cessent d'être sous-titrées. Ibrahim Traoré l'avait formulé avant que le colonel Randrianarena ne le confirme par l'exemple. La dignité est contagieuse. Ce n'est plus la rhétorique des révolutions, c'est la grammaire de la maturité. Alors, si cette histoire vous parle, partagez-la, non pas pour glorifier des hommes, mais pour prolonger une conversation. Que devient la démocratie lorsqu'elle retrouve sa langue maternelle? Et que devient un continent lorsqu'il ose se raconter lui-même? Parce qu'au fond, la liberté ne se traduit pas, elle se prononce.